Bonjour tout le monde, dans cet épisode passionnant, nous recevons Sébastien, un ancien informaticien devenu conseiller en gestion de patrimoine, notamment pour des clients de Plénit Finance et Accro du Budget. Son parcours atypique, de l'élaboration de son propre plan de liberté financière à l'accompagnement des autres vers leurs objectifs patrimoniaux, illustre parfaitement comment transformer une passion pour l'investissement en une véritable vocation. Une conversation riche en enseignements sur la construction patrimoniale, le coaching budgétaire et l'art de l'investissement. Avant de démarrer cette conversation avec Sébastien, je voulais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast très simplement, en le partageant autour de vous, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée, ou en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à faire grandir cette communauté et à continuer de produire du contenu de qualité. Pour à votre tour passer à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plenit-finance.fr. Installez-vous confortablement, cet épisode pourrait bien être le déclic pour inventer votre futur. Bonjour Sébastien, bienvenue sur le podcast. Alors tu es un élément important de la galaxie Plénit Finance et tu vas nous raconter pourquoi et comment. Ce que je te propose Sébastien, c'est bien sûr pour commencer de nous parler de toi, de ton parcours. Bonjour Xavier, déjà, ça fait plaisir d'être là. Mon parcours, écoute, j'ai travaillé tout d'abord pas du tout dans la finance, plutôt dans l'informatique, hein. C'est vrai que c'était plutôt avec les directions financières ou avec le contrôle de gestion, donc on peut voir un lien. Par contre, mon parcours, même si c'était pas mon parcours professionnel, j'ai tout de suite investi. Dès que j'ai commencé à toucher mon premier salaire, j'ai tout de suite investi. Donc c'est vrai que pour moi, ça fait partie de mon parcours professionnel parce que pour moi, c'est important d'avoir une expérience concrète de ce que je propose. Et comment t'expliques ça, que tu aies commencé à investir dès ton premier salaire? Alors, je crois que c'est complètement à cause de mon grand-père. Ah, Moi, j'ai mes grands-parents qui étaient fermiers, voilà, enfin, ce qui est assez, clairement, qui était vraiment pas beaucoup d'argent. Mais il avait investi, enfin à l'époque, je me rappelle, c'était France Télécom qui s'est introduit en bourse et son banquier lui avait fait prendre ce qui était très économe. Mon grand-père, il m'a raconté plein de trucs. Il me disait, si tu n'as pas d'argent dans ta poche, tu risqueras pas de le dépenser, ce genre de choses. Voilà, c'est donc pas faux, hein? ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Donc voilà, donc un peu trop économe. Et puis même de petites histoires autour de l'inflation, parce qu'à l'époque, ils avaient connu l'hyperinflation. Donc Oui. voilà, donc bon, à côté, je voyais, c'est une sorte de businessman un peu raté, hein. Il avait fait des trucs, genre, je me rappelle, il avait acheté des ânes pour faire des saucissons d'âne, mais finalement, il n'a jamais osé tuer les ânes. Donc en Ah, fait, voilà, ce genre de truc. d'accord. Mais c'était, voilà, c'était des bonnes leçons de vie. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est vraiment lui. Et puis aussi, c'est vrai que je pense que c'était peut-être pas complètement, mais j'avais envie de devenir plus riche. Voilà. Alors, je savais pas trop pourquoi faire à l'époque, parce que Mhm. clairement, j'étais élève boursier, j'avais pas trop d'argent, je savais pas trop pourquoi faire, mais en tout cas, j'avais envie d'être plus riche, de voir cet outil à quoi il allait me servir. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Alors, c'était quoi, pardon, tes premiers investissements là? C'était des actions France Télécom, toi aussi, ou t'es allé sur autre chose? Non, je suis pas allé sur autre chose. Alors, mon premier investissement qui a été un très mauvais investissement, c'est j'ai acheté des actions Engie à l'époque, enfin Suez Ah à oui, l'époque, parce que j'avais entendu à la radio qu'ils se lançaient dans les télécoms et que ça allait Alors, c'était juste avant la bulle Internet, donc c'est un petit peu. Et en fait, ça a été une foirade totale, excusez-moi du terme, je t'en prie. et donc je me suis dit que ce serait quand même pas mal de réfléchir un petit peu ce qui faisait un bon investissement, un mauvais. Et puis aussi, j'ai confié aussi un petit peu d'argent à ma banque. Ah, Et aussi, ça a été une expérience parce que je me suis rendu compte que déjà les intérêts n'étaient pas forcément alignés et puis en tout cas le résultat n'était pas bon. Voilà. Donc d'accord. ça, Bon, c'est mes deux premiers investissements, on va dire. Voilà. ok. En tout cas, c'est bien de le faire tôt, hein. Que ça marche ou que ça marche pas. C'est toujours un apprentissage et plus on le fait tôt, plus on sait vers où on veut aller et comment faire. Alors, tu me dis que tu as fait de l'informatique pendant 20 ans à peu près, c'est ça? Ouais, ça, je continue un petit peu à en faire d'ailleurs en parallèle, hein. Je fais encore un petit peu de formation en parallèle. D'accord. Et puis après, on va en parler, je pense. J'ai rencontré Cédric virtuellement, parce que Oui. et puis donc mes investissements ont plutôt bien fonctionné. Donc j'ai un peu orienté cette richesse ou cet investissement en me disant, bah en fait, ce qui m'est le plus cher, c'est la liberté. En tout cas, c'est de pouvoir faire ce que j'ai envie, sans pouvoir exercer mon éthique personnelle. Et donc,
je me suis dit, bah, je vais construire une liberté financière. Donc, comme je suis informaticien et très analytique, je construisais un budget depuis quasiment le début. Et puis, je m'étais fait un plan. D'accord. Donc, je suis venu voir ma femme et puis je lui ai dit, bah, écoute, le plan va fonctionner vers 40 ans à peu près, on va pouvoir arrêter de travailler. Alors, j'avais peut-être sans doute un peu sous-dimensionné tout un tas de choses, mais voilà. Et ma femme, elle me dit, mais c'est quoi encore ce projet à la con? Parce que j'ai pas mal de projets Oui, oui, oui. voilà, régulièrement. Et elle me dit, mais non, mais moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter de travailler. Puis en plus, bah, moi, j'ai pas non plus envie de trop me priver. Enfin voilà, j'ai envie d'avoir Eh une oui, vie. bien sûr, ouais. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est. Je me suis dit, bah, je vais transformer ça en ce que j'ai fait. Je pense que ça a de la valeur. Et Hmm. potentiellement, je peux aider d'autres personnes et en faire une activité. Et puis c'est vrai que je dois t'avouer aussi, en fait, j'ai fait une semaine vraiment sans rien faire quasiment. Et en fait, c'est pas du tout pour moi. En tout cas, pas à mon âge. Voilà. Tu t'es Voilà. pas senti à l'aise avec ça, ok. Non, tout à fait. Donc j'ai passé un master en gestion de patrimoine parce que je me suis dit, c'est un métier où il y a pas mal d'activités réglementées. Et puis je me suis Oui. dit, il y a sans doute tout un tas de choses aussi. Bah, moi, tout ce qui est juridique, tout ce qui est fiscal, c'est des choses que je maîtrisais pas. En tout cas, et donc j'ai passé un master en gestion de patrimoine en alternance. Enfin, et donc j'ai aussi fait un stage en banque. Donc je suis allé en gestion privée pour voir si ça me plairait. Ouais. Et d'ailleurs, c'était enfin, avec des gens très sympas. C'était une très bonne expérience. Et puis pour différentes raisons, on n'a pas continué. Et donc après, bah, j'ai monté mon activité, donc juste avant le Covid. Donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai monté mon activité. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as mis en place, le plan que tu avais présenté à ta femme, si tu veux bien le partager, hein? Voilà, comment tu as investi, comment tu as construit toi-même ton patrimoine personnel avant d'en arriver à en faire ton métier? Alors, j'avais vraiment deux axes assez basiques, hein, assez classiques, hein, c'est-à-dire que un axe qui était immobilier, Oui, donc un axe bah, acquisition de ma résidence principale. Je sais que c'est et avec donc je suis assez frugal comme nature. ah, J'ai un ça but qui aide. est un but, ça aide complètement. J'ai ma femme qui est pas frugale mais en tout cas qui est une bonne gestionnaire, voilà donc ça aide aussi. C'est sûr. Euh, voilà, avec des bons revenus aussi, ça aide aussi, hein, il faut pas non plus se leurrer. Et à partir de cette capacité d'épargne, donc j'ai acheté de l'immobilier. Et avec ma femme aussi, parce que là-dessus on était assez alignés. Donc on a fait des investissements immobiliers et on a fait des investissements essentiellement en actions, donc equity, moi j'appelle ça, donc plutôt actions au fond. Et l'idée c'était d'avoir des revenus passifs en réduisant, en ayant des dépenses qui coupaient. Globalement, la fin de mon projet, enfin le début de mon projet d'arrêter, concordait avec des arrêts de crédit en fait. Oui. Donc voilà, donc c'est-à-dire que j'avais plus de crédit de résidence principale. J'ai aussi 2 enfants. J'avais aussi, j'avais calculé qu'au CP, normalement, j'avais moins de dépenses, ce qui est pas totalement vrai. Mais voilà, donc ce genre de choses et avec des revenus passifs. Ça, c'est ce que je vois beaucoup avec des clients qui veulent arrêter de travailler ou en tout cas qui veulent avoir une indépendance financière. C'est beaucoup plus sécurisant d'avoir des revenus passifs que d'avoir un capital. Voilà, même si Ouais. techniquement ça ne change pas exactement la même chose, mais en fait on est très habitué à recevoir un salaire à la fin du mois. Mentalement, c'est extrêmement difficile. Enfin, moi j'ai mis un vrai travail psychologique là-dessus. C'est très difficile de plus recevoir de l'argent régulièrement chaque mois. Voilà. Oui, alors comment tu fais ça? Parce que alors l'immobilier, alors je sais pas, mais si c'est de l'immobilier locatif, bon bah on peut espérer recevoir un loyer hein, chaque début de mois de la part du locataire. Sur les autres investissements, comment ça marche? On parle de revenus passifs, mais alors et les actions, comment on fait des revenus passifs? Voilà, il y a une approche statistique, il y a une approche augmentation du capital. Je pourrais revendre régulièrement. Moi, psychologiquement, je vois que ça marche pas très bien. En tout cas, c'est mon avis. Donc c'est vrai que si on veut vraiment faire du revenu passif qui est aussi un bienfait psychologique, c'est plutôt l'aspect dividende. Oui, Donc aujourd'hui, c'est vrai que les actions françaises, par exemple, elles distribuent en général un dividende par an. Donc psychologiquement, ça marche un peu moins bien, mais on peut quand même le calculer si on a une capacité à planifier. Après, bah, par exemple, toutes les entreprises américaines, en général, elles versent de manière trimestrielle. Donc, par d'accord, exemple, c'est déjà mieux, ouais. voilà, c'est déjà mieux. Total Energy, qui a une base d'actionnaires aux US, par exemple, verse un dividende trimestriel. Et puis après, il y a même d'autres entreprises. Typiquement, en Canada, c'est comment Développé? dire, développé. Il y a pas mal de dividendes mensuels sur des Ah foncières. d'accord. Voilà, sur Ah, des OK. foncières où ça c'est parce qu'en fait, ben, dans ces pays-là, c'est la retraite par capitalisation.
Ouais. Donc les actionnaires, il y a pas mal d'actionnaires qui dépendent de ça pour vivre en fait. Et donc ils ont adapté. C'est une sorte d'élément d'attractivité en fait pour comment dire, attirer des investisseurs en fait. Voilà. D'accord, OK. Donc c'est avec ces 2 piliers que tu as bâti, ce qui est ta liberté aujourd'hui, hein, ta liberté financière en tout cas. Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est les 2 piliers, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, bah, dans mon plan, pour être aussi, complètement, il y a aussi un aspect social. C'est-à-dire que l'aspect social, c'était que, eh ben, il faut quand même, préparer, ben, avoir une couverture sociale Oui, et aussi se dire: «J'ai cotisé pendant 20 ans, 25 ans», en fait, finalement, pour le coup, je continue d'ailleurs. Bah, comment je fais? Est-ce que je fais le choix de m'asseoir là-dessus? Est-ce que je fais le choix de démonétiser ou est-ce que je l'optimise ensuite, pour dans 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, on verra. d'accord, ouais, ouais. Donc pour ça, il faut conserver un minimum de revenus, c'est ça? Pour, capitaliser Tout des à fait. trimestres et cotiser des trimestres et OK. En fait, bah, on en reparlera peut-être, mais un des principes là-dessus, pour moi, c'est de garder les options ouvertes, en fait. D'accord. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, dans ma situation, qui est pas celle de tout le monde, c'est de cotiser au minimum des trimestres pour valider les trimestres et puis on verra à la fin. Voilà. OK, OK, très bien. Merci, c'est très clair. Donc tu as passé, comme tu n'aimes pas rien faire, tu as passé ce master, c'est ça? C'est ça, Ouais, master 2. master de gestion de patrimoine. Et alors depuis, tu es, partenaire de Plénitude Finance, c'est ça? Donc, initialement, en fait, bah, au moment où un peu je me posais ces questions-là, au moment où donc j'ai contacté, bah, j'étais abonné à la newsletter Plénit à l'époque, je me rappelle. Je trouvais ça plutôt pertinent, intelligent. Et puis j'ai contacté Cédric et puis en discutant, je suis passé coach budgétaire. Donc au départ, j'ai fait du coaching budgétaire. Enfin, j'ai été coaché parce que c'est une Oui, démarche tout de à fait. coach. Ah, alors c'est vrai que pour le coup, moi je faisais un budget depuis 20 ans, mais il a fallu prendre en compte les méthodes de Plénit parce que c'est vrai que les méthodes de coaching budgétaire Plénit bah, sont beaucoup plus poussées. Il y a une vraie technique, une technicité que moi je n'avais pas. Puis il y avait tout l'aspect psychologique, tout l'aspect Oui. voilà, comment dire, accompagnement que je n'avais pas non plus. Voilà, donc voilà, donc j'ai été coach budgétaire pendant plusieurs années. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'était le fait d'avoir un impact concret sur la vie des gens. Oui. Ce que je n'avais pas du tout dans mon métier précédent, et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et donc, je me suis dit, avec l'activité aussi conseiller en gestion de patrimoine, eh ben, je vais aussi avoir cet impact concret. Et ça me plaît vraiment, quoi. Vraiment, voilà. Alors après, il y a d'autres aspects, hein, parce que parfois c'est dur, hein. Le coaching budgétaire, par exemple, bah, des fois, il y a des situations qui sont hyper difficiles. Mais c'est hyper aussi enrichissant et puis vraiment ça a du sens. Voilà. OK. Bon, super. Non, et donc pour le coup, suite à ce coaching budgétaire, et aussi j'avais quand même en tête de me dire parce que les gens qu'on va aider en coaching budgétaire, les gens qu'on va accompagner, souvent ils ont des projets, ils ont des objectifs de vie. Et parce que le coaching budgétaire, le fait d'avoir une gestion budgétaire saine, c'est la première base. Et ensuite, on va pouvoir accélérer. On va pouvoir ensuite mettre en place bah, des objectifs d'investissement, des objectifs de reconversion, des objectifs de liberté financière, j'en sais rien, qu'on va construire avec l'investissement, avec la gestion de patrimoine. Voilà. OK. Super. Alors aujourd'hui, tu es donc conseiller en gestion de patrimoine. Comment tu trouves tes clients? Alors, initialement, tout d'abord, en fait, j'ai sollicité mes relations professionnelles. C'est-à-dire que de mon ancienne vie. Donc, j'ai pris mes contacts de LinkedIn de l'époque. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens que je ne savais même pas pourquoi ils étaient dans mes contacts, mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, je les ai triés, entre guillemets, par ordre d'intérêt, parce que j'ai toujours parlé d'argent. Clairement, c'est un Ouais. sujet auquel j'ai toujours parlé d'argent, d'investissement, voilà. Donc, les gens qui me demandaient des petits conseils sur l'optimisation, je ne sais pas, de l'intéressement ou de la Ouais, fiscalité. oui, oui, d'accord, ouais. Donc ça a été le socle de mes clients. Et, j'ai aussi, avec Cédric, bah, clairement, c'est un nombre du réseau de Plénit qui m'ont rejoint parce que ça faisait sens. Et maintenant, c'est 100% recommandation, c'est-à-dire que recommandation ou réseau Plénit, voilà, c'est les deux, D'accord. mes deux canaux. OK. Donc tu es le conseiller en gestion de patrimoine, officiel du réseau Plénite, en fait, celui vers lequel on se tourne, quand on ressent un besoin suite à un accompagnement de coaching, quoi. Alors, je pense que Plénit a plusieurs arcs, plusieurs flèches à son arc, à son carquois, mais en tout cas, je pense pour un certain nombre de profils, c'est plutôt moi, en effet, qui va être appelé. Ouais.
Ce qu'on reproche parfois, en tout cas moi ce que je reproche parfois aux conseillers en gestion de patrimoine, c'est d'avoir plus une approche par le produit que par le besoin. Tu peux me dire si c'est vrai, si c'est faux, voilà, parce que tu en as parlé, alors ça me fait plaisir. J'ai noté, tu as parlé des personnes qui avaient des projets, des objectifs de vie et que toi tu venais en support. Mais moi je vois pas toujours ça chez les conseillers en gestion de patrimoine. Alors qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais globalement, il faut toujours chercher à comprendre quels sont les incentives, quelle est la rémunération des gens qu'on a en face pour comprendre en fait comment ça va se passer. Et aujourd'hui, c'est vrai que toute l'activité, enfin 95% des gestionnaires de patrimoine, leur rémunération est basée sur les produits qu'ils vont placer et sur la commission ou sur la rétrocession qu'ils vont avoir suite à ce placement de produit. Donc, il y a beaucoup de gens, de professionnels très sérieux qui font bien leur job, mais à un moment, en fait, pour se rémunérer, ils vont être obligés de placer un produit. Et c'est vrai que c'est tentant parce qu'il y a pas mal de produits qui sont très très rémunérateurs hein, pour les conseillers et d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, par exemple, je travaille plutôt par honoraire. On en parlera peut-être aussi. Moi, j'ai sur une partie investissement, j'ai une partie qui dépend si mon client a gagné de l'argent, mais c'est quand même de l'honoraire. C'est-à-dire que c'est quand même mon client qui paye. Bah oui. Alors que 95% de l'activité, le client n'a pas l'impression de payer parce qu'en fait, sauf que la réalité, il le paye quand même et il le paye très cher. Beh, il paye peut-être plus, ouais. Et toi, tu arrives à faire payer des honoraires de conseils, indépendants finalement? Alors, j'ai pas le droit enfin, dans mon choix, parce que alors c'est très réglementé, je me suis mis non indépendant. C'est-à-dire OK. dans ma carte d'identité réglementaire, je suis non indépendant parce que c'est extrêmement difficile ou extrêmement risqué pour moi de dire que je suis indépendant. Parce qu'en fait, voilà, donc déjà je suis pas indépendant parce que, réglementairement je le suis pas. Ouais, donc ça je peux pas le dire ça. Ouais, Par contre aujourd'hui, 95 de mon chiffre d'affaires, ce sont des honoraires. Voilà et donc ce sont mes clients qui payent. d'accord, OK. Donc c'est à l'heure, à la prestation? Alors, il y a différents types de prestations. On va dire les 2 prestations, phares, que je fais, c'est soit des honoraires, sur du conseil pur. J'ai des clients, en fait, ils savent ce qu'ils veulent faire, par exemple. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils ont besoin, de quelqu'un qui les accompagne. Alors, c'est un peu du coaching quelque part, mais ou en tout cas de la réassurance. Donc ça, c'est par exemple, j'ai plusieurs clients, on a un rendez-vous, j'ai une sorte de Doctolib, Calendly, pour prendre un rendez-vous. Ils prennent un rendez-vous, on parle de différents sujets et puis après, eux, ils font ce qu'ils veulent et puis à la fin, tous les 3 mois, je leur dis: «Bah, là, on a fait tant de rendez-vous», je leur fais une facture et voilà, par exemple. C'est et après ils peuvent m'appeler aussi, je sais pas, j'ai une problématique un peu complexe, je viens d'hériter, par exemple, je veux donner à mes enfants, comment fiscalement, j'optimise ça? Ou alors, j'ai des associés, je veux monter une holding, j'en sais rien. Voilà, donc là, ça va être, je vais leur faire un devis, je vais leur dire voilà, c'est tant à l'heure, et ainsi de suite. Et puis il y a un deuxième aspect que j'aime bien, parce que quand même, il y a quand même une partie investissement qui est vraiment, je pense, ce que j'adore et ma passion. Et puis aussi, je pense là où je peux, et ben, c'est ce que j'appelle la gestion conseillée. C'est-à-dire que mes clients, on détermine ensemble ce sur quoi ils ont envie d'investir, un objectif, un projet. Et après, je les aide à choisir un courtier, je les aide à choisir une enveloppe fiscale, et puis après, on fait un investissement chaque mois ensemble. Je leur propose des choses, je leur explique pourquoi. Ils le font, ils le font pas, c'est eux qui le font. À la fin de l'année, on relève les compteurs, et s'ils ont gagné au moins 1%, c'est le seuil, et ben je les facture. Voilà. S'ils n'ont pas gagné d'argent, je ne les facture pas. Parce que, D'accord, OK. et donc, c'est l'alignement d'intérêts pour moi qui est top. Ça veut dire que, bah, s'ils gagnent pas, je gagne pas. Alors s'ils perdent, je perds pas, Ouais. mais quelque part, voilà. Donc ça, c'est vraiment mes 2 offres phares et ça, c'est une partie, ça, c'est un pourcentage donc, de ce qui est, conseillé, du montant qui est conseillé. Donc c'est 0,7 du montant qui est conseillé. Et, par contre, en contrepartie, ben, en général, j'essaie d'aller chercher le fournisseur le moins cher, les choses les plus, voilà, parce que bah, plus ils gagnent de l'argent, moins ils ont de frais, j'en gagne aussi sur le long terme. Oui, 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 bien Voilà, sûr, voilà. d'accord. Donc c'est une clientèle qui est, récurrente, que tu gardes ou c'est des gens qui vont, qui viennent, Alors moi, je suis toujours impressionné par la fidélité de mes clients. Ouais, Et, d'accord. donc, je pense que j'ai 2 clients
depuis le début qui ont arrêté. Alors, donc pour différentes raisons, mais voilà. Donc parce qu'en fait, les gens ont quand même des objectifs plutôt long terme en gestion de patrimoine, même si ça peut être. Ouais. Moi, je suis un artisan, hein, j'ai pas de. Ce qui coûte très très cher pour le client et pour moi d'ailleurs, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre Ouais. d'avoir confiance. On est sur une relation long terme, je pense naturellement. Et puis en plus, on est dans du domaine de l'intime. On est dans du domaine sur des sujets de confiance. Et puis c'est vrai qu'aussi, je pense que ça fait gagner beaucoup de temps à mes clients de ne pas devoir me réexpliquer toute leur situation. Oui, Voilà. oui, oui. Ouais. Non, non, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est même assez fou, mais la fidélisation. Voilà. Ouais, donc client très Ouais. fidèle. Alors, est-ce que tu as des problématiques très différentes ou est-ce que tu as des choses qui reviennent régulièrement? Quelles sont les problématiques les plus fréquentes, disons, qui te sont adressées par tes clients? Alors, la première problématique la plus classique, c'est vraiment c'est une, c'est de ne pas trop savoir quoi faire. Je suis désolé, Ouais, ouais, non c'est-à-dire que mais vraiment une logique d'apprendre, d'expérimenter et, euh, et aussi quand même de gagner de l'argent ou de préparer, je sais pas, les études ou de préparer aussi. Moi, j'ai quand même pas mal je pense que c'est lié à mon projet. J'ai quand même pas mal de clients qui veulent préparer une indépendance financière. Alors en général, c'est jamais complète ou partielle, voilà. Donc et ils veulent attaquer par quelque chose. Voilà. En plus, en ce moment, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment, ça phosphore un peu sur les réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le sujet retraite qui, mine de rien, crée une urgence dans la tête des gens. Euh, donc ça, c'est vraiment un vrai sujet qui arrive. Puis après, il y a le deuxième part. J'ai quand même pas mal de clients qui sont indépendants ou qui sont chefs d'entreprise. Et, euh, et ils ont des problématiques plus complexes quand même, parce que quand on est salarié, on n'a pas besoin de penser à la prévoyance, on n'a pas besoin de penser à, les impôts, on n'a pas de pilotage de la rémunération. Donc voilà, pour mes clients qui sont plus indépendants ou chefs d'entreprise, eh ben, souvent il y a des problématiques plus complexes d'organisation, d'optimisation de la rémunération. Parce voilà, d'accord. c'est un peu les deux grands sujets. Voilà. Pour les indépendants, ouais, je suppose qu'il y a le sujet de la retraite et en effet de se constituer des revenus passifs au moins à cet horizon-là, Ouais, quoi. tout à fait. Puisque bon, ils vont y être confrontés, enfin, à une baisse drastique de leur rémunération. Alors c'est tout de suite, c'est déjà tout de suite le cas. C'est-à-dire que par rapport aux salariés, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé dans 30 ans pour les salariés. En tout cas, tu as raison, pour les indépendants, il y a une urgence avérée parce qu'on sait que le taux de remplacement d'un indépendant, il est autour de 25-30% à la retraite actuellement. Donc, par contre, leur force, c'est qu'ils ont plus d'armes disponibles. Voilà, c'est plus Ouais, complexe, mais ils ont plus d'armes. Voilà. Notamment, ils peuvent piloter leur rémunération et, comme tu l'as dit, ils peuvent se créer des revenus passifs à plusieurs endroits différents. Donc ça, ils ont plus d'armes. OK. Je voudrais qu'on discute de, la capacité des gens à prendre des risques ou à ne pas en prendre, quand ils investissent. Je pense notamment à des clients de Plénit qui pourraient être adressés, tu vois, sur ce podcast, j'avais reçu un couple de personnes qui étaient passées, d'un déficit, chronique, voilà, de 200 € par mois dans leur gestion budgétaire à, un bénéfice de 400 €. Donc, potentiellement, ces gens-là, ils peuvent aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Maintenant, voilà, les gens, quelle capacité ils ont à prendre des risques, à pas prendre des risques, comment tu l'évalues? Parce que s'ils ont mis 6 mois pour arriver à avoir ces économies, que, bah, ils ont une gestion budgétaire qui est très stricte, qu'ils ont changé leur mode de vie. Bon, ils ont pas envie de faire n'importe quoi avec leurs sous, donc est-ce que tu as un passage à l'acte facile ou voilà, est-ce que le simple fait de venir te voir, c'est qu'ils sont déjà, ils sont déjà dans la dynamique d'investir? Voilà, je voudrais savoir ce que tu peux me dire pour les débutants un peu. Ouais, en fait, le passage à l'acte, il est pas facile, hein, clairement. Parce que le premier point, bah, ça c'est ce que tu vois dans les autres épisodes du podcast, c'est vrai qu'il y a toute la partie budgétaire qui est le socle. Après, il y a l'épargne. L'épargne, c'est pas investir. L'épargne, c'est on met de l'argent de côté pour préparer les coups durs. Investir, il y a une notion de prise de risque. C'est quelqu'un qui vous dit le contraire, c'est un escroc. C'est pas d'accord. Donc, bien sûr, on espère gagner de l'argent, mais on doit être conscient des risques. Euh,
L'avantage, alors dans le cas de profil que tu m'as indiqué, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils potentiellement ils peuvent investir régulièrement. Et en plus maintenant, comme on a des fournisseurs qui sont compétitifs au niveau des coûts, dont moi, euh, on peut investir régulièrement et donc ça veut dire qu'on va pas mettre, je sais pas, par exemple, tout son livret A d'un coup. Et puis, il y a Monsieur Poutine qui va vouloir envahir l'Ukraine et d'un coup, nos économies vont prendre moins 30%. Et comme on n'aura pas eu d'expérience de ce genre de choses, on va prendre peur, on va plus jamais investir et voilà, ça va être catastrophique. Donc l'avantage, si on a dégagé une gestion budgétaire saine, on pourra investir régulièrement. Le défaut, c'est qu'il faut quand même garder une discipline, une constance. Dans le cas que tu m'indiques, euh, Oui, ben, il ne faut pas se leurrer non plus. Le coaching budgétaire est hyper efficace. Mais il faut quand même fonctionner par priorité. La priorité, ça va être d'avoir de l'épargne disponible en cas de coup dur. Ça va être aussi d'ancrer ou de solidifier sa pratique. Parce que sinon on va perdre, on va perdre sa discipline, on va perdre ses objectifs et puis on va se décourager. Voilà. Donc voilà, c'est pas si simple que ça, mais ça se fait, hein, ça se fait. Et c'est pas si rapide que ça. Dans ma tête initialement, en tout cas, moi je pensais que ça serait plus rapide, oui, mais ouais, voilà, mais d'accord. Oui, parce que tu as ton état d'esprit à toi, chacun a le sien, en c'est fait, ça. c'est ça. On s'aperçoit que ouais, c'est plus facile pour certains que pour Et d'autres. puis et puis c'est vrai que le gain il est pas immédiat. Donc c'est à dire que la satisfaction n'est pas immédiate. C'est une satisfaction différée. Ouais, ouais, Psychologiquement, tout le monde ne réagit pas de la même manière et en plus ça dépend un peu de son âge, ça dépend de ses expériences, voilà. ouais, ouais. Un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, hein, tu as dit notamment que tu n'étais pas un spécialiste fiscal avant ton master. Bon, maintenant, c'est une corde que tu as à ton arc. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé par les gens? C'est toi qui l'abordes? Est-ce qu'il y en a qui viennent te voir avec un objectif de baisser leurs impôts? Et voilà, je voudrais savoir comment abordes les choses avec ces gens-là. Alors, il y a un premier aspect, c'est que déjà, c'est même pas une question de baisser les impôts, c'est que moi j'ai pas mal de clients qui, c'est juste, ils ne comprennent pas comment il faut qu'ils déclarent. Donc, Ah oui, bah oui, ah bah et déjà, déjà, il y a un c'est problème de clair. complexité en fait. C'est simplement, Ouais, ouais, donc moi j'ai le droit, c'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle la CJA, j'ai le droit d'aider mes clients à faire une d'accord. déclaration. Alors, à condition que ça ne soit pas une activité principale. C'est-à-dire, je suis pas avocat fiscaliste, hein. C'est-à-dire que tu peux pas venir me Oui, oui, voir que oui, bien pour de sûr. l'optimisation fiscale. Donc, en fait, en général, mes clients, ils veulent pas, ils ont pas envie d'aller aux Bahamas ou ainsi de suite voilà, c'est pas du tout leur objectif. Mais c'est sûr que on a des règles compliquées et on n'a pas envie non plus de payer des impôts qu'on ne devrait pas payer. Et je te cache pas que ça m'arrive quand même souvent, même sur des personnes, même sur des situations assez simples, juste en cochant une case ou Ouais, voilà, ouais, de gagner quelques centaines, quelques milliers, voire même plus parfois dans certains dossiers. Voilà. Alors c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Ouais. Ouais, ouais. Non, par contre, ah, sinon, il faut que tu nous dises quelle quelle case case il il faut faut cocher, cocher? hein. Non, mais je te rejoins. La complexité déjà de la déclaration fait que bien déclarer, c'est déjà important. Et déjà, un, on est à l'aise avec ça. Et deux, parfois, en effet, on a des bonnes surprises. Donc. Il y a une vraie question de peur, hein, de stress, hein. Moi, j'ai Oui, oui, mes oui, clients, oui, oui, oui. ils savent très bien dans quelle case il faut mettre, c'est juste que ça les rassure. Ouais, ils ont besoin d'être rassurés. D'accord. Donc, tu fais un accompagnement. Là, ça va être la saison Ouais, bientôt, c'est la hein, saison, ouais. le printemps. Ouais, C'est c'est ça, ça. ouais, tout à fait. Donc, je sais que j'ai un client que j'ai en tête qui va m'appeler à 23h parce que, voilà, donc Il va être stressé. il est stressé, il n'aurait pas fait sa déclaration, voilà, mais bon, non, après, c'est assez, moi, j'ai pas non plus des situations extrêmement compliquées. C'est-à-dire que quand ça devient très compliqué, les gens en général utilisent des experts comptables, hein, Oui, mais bien voilà, sûr. chaque année, il y a des petites. Puis bon, l'avantage de l'administration fiscale, c'est que chaque année, il y a des petites nouveautés. Donc, Oui, faut pas se ouais, ramollir. OK, et après sur les dispositifs, d'optimisation, c'est des demandes que tu as beaucoup des clients ou c'est toi qui proposes alors, ou c'est pas un moi, j'ai pas sujet, mal de clients qui, quand même, enfin, en tout cas de prospects, parce que finalement, c'est peut-être plus des prospects que des clients, parce qu'en fait, finalement, ils se rendent compte que je suis peut-être pas forcément la bonne personne pour ça. D'accord. C'est-à-dire que il y avait le Pinel qui était très très à la mode.
Donc, moi, j'ai jamais fait de Pinel. C'est-à-dire à titre personnel, j'en ai jamais fait. Et en plus, j'en ai jamais proposé. C'est bon, alors D'accord. le Pinel, je vais pas, ça a été très rémunérateur pour tout le monde. En tout cas, je suis pas trop pour les clients. Sauf pour Ouais, les c'est ça, clients, si je comprends c'est bien. un peu ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de dispositifs. Par exemple, il y a Girardin, je sais pas si tu connais, l'FCPI et FIP. Voilà. Ouais, Ce qu'il faut, et aujourd'hui, là, le dispositif qui marche très bien et qui, pour le coup, a quand même pas mal de sens, c'est le plan d'épargne retraite, d'accord. qui est finalement simple. Et Donc tu peux nous rappeler les intérêts principaux d'ouvrir un alors, déjà, PER? je vais faire un préambule. Ce que j'aime bien dire, c'est il faut toujours se dire que le législateur vous donne un avantage fiscal en contrepartie d'une contrainte. D'accord? Je donne ça en préambule. Ça veut dire qu'il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'il y a pas de, il y a toujours une contrainte, il y a toujours une raison pour qu'on Bien vous ait sûr, donné une une contrepartie, contrepartie. ouais. Donc le PER, l'avantage, c'est que ce que vous versez à l'instant T sur l'année va venir se déduire de votre revenu imposable. Donc, comme notre système fiscal fonctionne avec des tranches, si vous êtes imposé Ouais, sur les tranches élevées, vous allez venir réduire votre tranche de ce montant-là. Donc, si vous êtes imposé à 41-30%, vous allez gagner, si vous versez 1000 euros, l'année d'après, vous allez gagner 300 euros de réduction d'impôt. Ce qu'il faut avoir en tête, là, donc c'est pour ça qu'on parle des contraintes. Première contrainte, c'est que ouais. cet argent, il sera disponible qu'à la retraite, ce qui est quand même une énorme contrainte. D'accord? Moi, je trouve ça quand même un peu fou que quelqu'un de 25 ans, pourquoi pas qu'il ouvre un PER, Ouais. qu'il mette un petit peu d'argent, mais de se dire que l'argent, il va être disponible dans 40 ans, entre les deux, on aura quand même pas mal de projets. Enfin, ouais, je trouve ça un peu fou, mais il y a des, voilà. Euh, et après, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'ensuite, l'argent qu'on va récupérer à notre retraite, il reviendra dans l'assiette fiscale. D'accord. OK. Voilà. Alors c'est vrai que c'est dans très longtemps, et puis normalement on va moins gagner d'impôts, on va moins gagner d'argent à la retraite, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça, faut quand même avoir ça en tête. Voilà. Après, je vais pas il y a tout un tas d'exemptions pour sortir l'argent si nécessaire, mais c'est quand même plutôt des choses pas cool. Ouais, 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 bien sûr, d'accord. OK, et ça donc c'est un placement qui, tu dis qui fonctionne bien quand même, que Ouais, tu que qui tu fonctionne bien. recommandes, Alors dans certaines situations, qui fonctionne. Première situation, c'est vrai que quand on sait qu'on va être à la retraite dans les 10 prochaines années. Qu'on gagne bien parce que, je sais pas, les enfants sont partis, on n'a plus, qu'on a payé sa résidence principale, et donc ça peut être voilà, dans les 10 années, voilà, avant la retraite, c'est vraiment intéressant, je pense. Deuxième situation aussi, parce qu'il y a une petite optimisation fiscale, c'est quand on a eu un revenu très important. C'est-à-dire que parce qu'il y a une notion de caution fiscale, je ne vais pas te faire tout le truc parce que là, je pense que tout le monde va. Mmh. Mais ça peut être très très important. On peut avoir des gains de 50% sur ce qu'on verse. Donc, ce qui est quand même vraiment intéressant, par exemple, quand on a vendu une entreprise, par exemple, ce genre de situation. Oui. Euh, et puis, euh, et puis c'est vrai qu'il y a quand même une troisième situation, je trouve. Alors, ça va devenir contradictoire à ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont vraiment du mal à garder de l'argent de côté quand il est disponible. Oui. Là, il est sécurisé, au moins on peut pas y toucher, on sait quand on pourra le revoir, et oui, Ouais, d'accord. et c'est vrai que là, bah, ça peut être un peu, finalement, le défaut de liquidité en devient un avantage. Mais voilà, pour moi, c'est 3 situations, voilà, que je vois. Ouais. D'accord, OK, et alors le Pinel là, donc tu dis que tu le proposes pas, donc il y a peu de clients Alors, de toute façon, le de Pinel, Plénitude Finance qui sont c'est fini le arrivés. Pinel, hein. C'est fini, ouais, ouais, non, mais c'est fini, qui sont arrivés chez toi, mais il y a des gens qui le demandaient quand même, ou qu'est-ce que tu leur disais Alors, sur c'est ces vrai qu'en tout projets-là, cas, toi? alors non, j'ai eu pas mal de clients qui m'ont dit, qui venaient me voir et qui me disaient: «On est allé voir, des conseillers de gestion de patrimoine, ils m'ont tous proposé un Pinel». Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est très logique. C'est que quelque part, un client Plénit, par exemple, qui a été remis en route, entre guillemets. C'est-à-dire que Oui, oui, oui. qui dégage une capacité d'épargne, mais qui n'a pas un gros capital. Et ben, c'est un client qui n'est pas rentable pour un conseiller de gestion de patrimoine. Parce que il va pas pouvoir faire, je sais pas, un versement sur une assurance vie ou il va avoir une rétrocom. Comment est-ce qu'on peut le rendre rentable? En lui faisant faire un crédit. Et Ouais, d'accord, et ah OK. donc on va lui faire faire un crédit, on va lui faire acheter un Pinel,
sur lesquels on va toucher, je sais pas, à l'époque, je crois que c'est 5 à 10% de commission. Je crois que maintenant c'était voilà, 5 à 10% de commission. Et puis et puis ciao. Ouais, ouais, Je ouais, fais un ouais, peu d'accord. macro, mais Non, mais je comprends. Ouais, oui, ça permet d'amener le capital par l'épargne, en exactement. fait. Ouais, ça Donc, par le crédit en tout cas, par le crédit. et Ouais, ouais, ouais. par le crédit, pardon, et d'avoir, oui, la commission assise sur la somme totale, crédit Mmh, comprise, quoi. c'est ça. D'accord, ouais, je comprends ça. Mmh. Est-ce que tu pourrais me parler de tes meilleurs souvenirs d'accompagnement là jusqu'à aujourd'hui? Ça fait donc un peu plus de 5 ans que tu fais ce boulot-là. Voilà. Est-ce que tu te rappelles avoir eu un impact particulièrement fort sur une personne, une famille? Alors il y a vraiment enfin il y a une famille que je suis encore, j'ai commencé avec, Plinit, hein, j'étais coach budgétaire. Ouais, ah Voilà, d'accord, ok. bon alors, je vais être assez vague, hein, pour pas qu'il puisse être reconnu, Oui, bien sûr. mais c'est vrai que je me rappelle, 1er mois, d'accompagnement, je me rappelle, ils avaient un découvert, assez important et je sais pas, ils avaient un déclic énorme avec la méthode, enfin et en fait, ils s'étaient arrachés, je sais pas quoi de et ils avaient réussi à finir, je me rappelle, à 5 € d'excédent sur leur compte au 1er mois. Et là, franchement, j'aurais dit: «Mais Ok. vraiment, là, vous avez fait Sergueï Boubka du coaching budgétaire», parce que c'est et ensuite donc ouais, ils ont vraiment bien intégré la méthode, ça a super bien fonctionné, ils ont dégagé et heu et suite à ça, avec une réflexion aussi, bah, sur ce qu'ils avaient mis en place, un certain nombre de choses. Enfin, une des personnes du couple est partie en reconversion pour faire quelque chose dont elle rêvait depuis toujours. Voilà. Et donc, enfin, en plus 5 ans d'études, enfin un truc, assez incroyable. Ouais, voilà, donc, en finançant avec le Costaud. plan. Voilà, donc là, c'était vraiment le mix parfait. Je trouvais, voilà, pas forcément d'investissement, mais vraiment, de conseils, d'accompagnement, des aspects, sociaux, fiscaux. Ouais, génial. Enfin vraiment, bon, sacré courage, parce que moi, je suis très fan des clients. Je trouve vraiment, Ouais, parce ouais. que c'est vrai que avoir, cette prise de conscience, cette discipline, alors qu'on pourrait, quelque part être dans la victimaire, je trouve ça génial. Ah, donc ça, c'est vraiment, un des exemples, que je trouve enfin et en plus, c'est vrai que j'ai le plaisir de continuer à les accompagner, voilà, donc plus en mode, un peu surveillance, ça les rassure aussi, je pense, voilà, voilà. Et puis, peut-être un deuxième exemple. Donc c'est vrai que j'ai des clients, alors c'est pareil aussi, hein, plutôt de clients Plinit aussi, hein, qui avaient énormément qui étaient un peu accros au crédit à la consommation, voilà. Qui avaient une situation plutôt financière saine, mais un peu cavalerie crédit à la consommation. Je me rappelle Ouais, encore, je ok. ne vais pas dire son prénom, elle m'a dit, ben moi, le jour où j'aurai plus de découvert, je serai stressé. Voilà. Je me rappelle, c'était Ah oui, ouais. quand même, ouais. Et puis aujourd'hui, ils ont changé de résidence principale, ils ont acheté, une résidence, locative, et ils font des investissements à côté et voilà et j'en parle parce qu'ils m'ont dit: «Bah, si, vous pouvez parler de nous, vous pouvez parler de nous», parce que vraiment, quand je pense qu'on était voilà, ça c'était, Bah, bravo à ouais, eux, hein. bravo à eux, exactement et moi, c'est ce que je leur dis, Bah oui, franchement. et donc c'est voilà. Après, c'est vrai que voilà, donc ça, c'est vraiment ça, c'est ce genre de personnes, ou en tout cas de sujets, qui me disent que j'ai eu raison, voilà. Ouais, ouais, ça c'est vrai, ouais. Bravo. Après, bah, si on peut aussi peut-être parler des expériences un peu moins sympas, Ah, ben j'allais arriver, ouais, j'allais te dire de l'autre côté du spectre, qu'est-ce qu'on trouve? bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, les séparations, ça fait partie, hein, statistiquement, Ouais, des difficultés et donc c'est vrai que, bah, en fait, les séparations, bah, sans parler de tous les autres aspects, hein, l'aspect financier est hyper, rude, hein. Surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le prix de l'immobilier est très élevé dans les métropoles, par exemple. Donc, se loger 2 familles, au lieu d'une pour les mêmes budgets, bah, c'est plus du tout la même chose ouais, c'est sûr. et souvent ça vient casser, toute une architecture, une stratégie, et là, bah, moi, mon rôle, c'est plutôt un peu d'aider à sauver un peu de ce qui est possible de sauver, quoi. Voilà, ça c'est voilà. Donc c'est vrai que j'ai deux trois séparations en tête, voilà, en plus, bah, c'est vrai, on a de l'empathie, hein, pour, nos clients, enfin, je veux dire, et puis, moi, clairement, j'essaie de rester, enfin, le moins juge possible, hein, le plus, Ouais, bien sûr, bien sûr. souvent pour les couples, pour les 2. Et c'est vrai que ouais, je trouve ça dur. Voilà, c'est vrai, ça dur. Ouais, Ouais, ouais. donc, voilà. Et puis après, c'est vrai que c'était plus en coaching budgétaire, j'ai eu un dossier où,
où la personne, en fait, dans son audit, avait pas été comment dire, honnête avec elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de paiements plusieurs fois fractionnés qui sont apparus au fur et à mesure du début de l'accompagnement. Et là, c'est aussi pour ça que moi j'ai bossé avec Plenit, parce que Plenit, normalement, il y a vraiment cette éthique. Et donc là, on a dit, bah, c'est plus possible en fait. Nous, ça sert à rien. C'est quand l'inertie, quand il y a trop d'inertie, il y a trop de mauvaises décisions. Bah, à un moment, c'est plus que c'est la Banque de France, dossier de surendettement. Voilà. Ça, j'avais trouvé ça très très dur. Voilà, c'est vrai que ouais, Ouais. ouais. Non, et puis après, bah, ouais, c'est à peu près ça. Tu as des gens qui ont des projets de vie, qui en fait, bon, des objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, tu l'as dit, les études des enfants, la retraite. Est-ce que les gens, ils sont assez stables là-dessus, ou est-ce qu'il y en a qui sont, parce qu'on l'a dit quand même, on met en place une structure d'investissement, de placement qui est parfois sur du long terme, au moins du moyen. Est-ce que il y a des gens qui changent d'avis régulièrement et du coup c'est pas facile pour eux, pour toi, ou ça c'est pas un sujet que tu rencontres Alors beaucoup? moi, je prends, je suis peut-être même lent. Je prends beaucoup de temps au démarrage. C'est-à-dire que Ouais. le temps est un levier hyper important sur le long terme pour tout ce qui est projet d'investissement. Mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence initiale. Moi, je préfère qu'on prenne vraiment du temps au début pour justement éviter les coups de barre ensuite à droite à gauche et qu'on soit fasse confiance. Donc c'est pas quelque chose que je rencontre. Euh, j'ai quand même OK. rencontré, notamment, je vois les clients qui sont un peu trop jeunes. Par exemple, j'avais un client qui était encore étudiant, il voulait apprendre. En fait, ça fonctionne pas forcément parce que quand on est étudiant, ben, c'est logique quelque part. Oui. Voilà, donc voilà. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas. Non, non, les gens tiennent quand même bien la barre, je trouve. Voilà. Mais après, moi, je prends vraiment le temps. C'est-à-dire qu'initialement, il y a jamais d'urgence à prendre une décision. Même si, dans la réalité, l'effet temps compte beaucoup, quoi. Voilà. Non, non, c'est vrai. Ouais. Oui, mais c'est bien que tu dis ça, c'est vraiment important, je pense, en effet, de caler les choses au départ, d'être sûr que les gens ont des souhaits qui sont vraiment ancrés, partagés aussi, hein. Je sais pas, la question du couple aussi, quand c'est des personnes en couple, hein, parce que je sais pas si tu as une personne seule ou si tu arrives à avoir le couple des fois. Mais en tout cas, si on le fait pas après, bon, ça peut être dangereux pour la suite parce qu'en effet, si c'est pour changer d'avis tous les ans, c'est pas bon, quoi. Ouais, tu fais avec l'accompagnement des personnes en couple quand elles sont en couple, ou c'est compliqué d'avoir les 2? Alors, en général, j'ai 2 personnes au début, quand c'est un couple, mais ensuite, en général, il y a toujours une personne qui fait, en tout cas, qui est plus intéressée. Oui, oui, qui gère, Ouais, mais bon, mais la deuxième est venue un peu se ouais. rassurer, prendre la Voilà, alors température, de temps en temps, hop, soit, la personne, elle passe une petite tête pour voir, ou soit de toute façon, je mets toujours en copie, les 2 personnes, et voilà, ça fonctionne plutôt comme ça, ouais. Après, c'est assez intéressant aussi parce que par exemple, sur l'aspect couple, moi j'ai pas mal de femmes en client. D'accord. Et, et par rapport justement à tes coups de barre ou ainsi ce que tu disais, je pense que, bah, et d'ailleurs il y a pas mal d'études qui le disent, et moi c'est ce que je le vois aussi, bah, souvent les femmes elles ont moins tendance à changer, comment dire, elles sont plus stables dans leurs décisions. Plus de Dans leurs stabilité, ouais, décisions, ouais, et moi d'accord, c'est ce OK. que je vois aussi sur ma pratique, voilà, mais à mon petit niveau. Ouais, oui. Après, c'est le cas chez Plénit Finance aussi, je crois, hein, où les femmes sont assez majoritaires, hein, dans les clients, donc c'est logique que derrière, tu aies Ouais, ça c'est vrai, aussi, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Mais statistiquement, je crois que c'est plutôt les femmes qui s'occupent des comptes. Euh, mais par contre, je crois que ce sont les hommes qui prennent les décisions d'investissement à 75 ou 80% dans les couples. Ouais, Ah tu oui, vois, donc d'accord, ouais. là-dessus. Mais je pense que c'est peut-être lié, en effet, qu'à la base, Plénit a peut-être cet ADN-là, tout à fait. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Alors quels arguments tu donnerais à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont réussi à assainir leur budget et qui hésitent un peu à structurer leur patrimoine, ou qui voient pas l'intérêt, ou voilà, qui laissent leur argent dormir sur leur compte courant? Bah, en fait, moi, c'est le premier point que je vois, c'est que quand on ne prend pas une décision, quelqu'un d'autre va la prendre pour soi. C'est-à-dire que si vous laissez l'argent sur votre compte courant, en fait, vous avez l'impression de ne pas prendre de décision, mais en fait, si vous en avez pris une, vous avez pris la décision que c'était votre banque qui allait s'occuper de votre argent et qui allait l'investir comme elle le souhaite. D'accord? Donc,
leurs aspects éthiques et ainsi de suite, mais surtout c'est que c'est pas vous qui allez en tirer les fruits. Voilà. Donc, et c'est vrai que il y a un effet de temps qui est fort. Donc c'est vrai que c'est de la satisfaction différée. Il ne faut pas s'attendre à un effet immédiat. Et donc c'est vrai qu'il y a une notion de construction, une notion voilà, de construction d'empire, entre guillemets, mais c'est pas. Voilà, voilà. Donc après, il y a un deuxième aspect, c'est un aspect expérience. C'est-à-dire que on a la chance maintenant, avec tout ce qui est disponible, de pouvoir faire une expérience assez facilement, de voir si ça nous plaît ou pas. Parce qu'il y a un aspect motivation qui est hyper forte. Voilà. Est-ce que ça nous plaît? Ok. Est-ce qu'on n'endort pas la nuit parce que ça bouge? J'en sais rien. Est-ce que ça me plaît d'investir dans mon petit producteur de granulés bois en Lozère parce que, ou alors je sais pas, chez Alphabet. Enfin, et ça, c'est des notions d'expérience, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ça. Et en plus, en investissement, alors on pourrait faire de l'immobilier aussi, hein, bien sûr. Moi, j'accompagne pas mal de clients qui font de l'immobilier, mais plutôt de l'immobilier ancien. Donc, c'est juste que je les aider en conseil. Mais faire de l'immobilier, bah, c'est pas du tout le même enjeu. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, je sais pas, de minimum 100 000 euros, ou si on achète, je sais pas, 150 euros d'action, c'est pas du tout le même impact. Hmm. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc voilà, donc pour moi c'est ça, bah, en fait c'est quelque part des clients qui ont remis en route la partie coaching budgétaire, ils ont pris une décision, ils ont dit bah, maintenant on va plus se laisser comment dire, brinque-baller par l'argent qui rentre, qui sort, les découverts. On va plus se laisser, on va se donner des objectifs de vie, on va se donner des objectifs, des capacités à réagir avec notre propre argent si jamais on a un accident de la vie. Ben là, on passe niveau 2. C'est le niveau 2, Ouais. c'est-à-dire que maintenant, cet argent, je vais prendre des décisions, je vais réfléchir à devenir, devenir maître de cet argent. Voilà. Donc bah, pour moi, c'est le point principal. Voilà. Et par contre, ça veut dire, bah oui, on accepte de plus être passif. C'est un peu paradoxal, parce qu'on dit on va être potentiellement des revenus passifs, mais on accepte d'être actif. Voilà. Faut être actif pour avoir des revenus passifs. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais, merci, OK. Bah, j'espère que ces arguments vont être entendus par le plus grand nombre. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres choses que tu aimerais ajouter, que je t'aurais pas laissé exprimer, mais qui pourraient être importantes pour les personnes qui nous écoutent? Bah, c'est vrai que pour moi, ce que je retiens aussi de mon parcours, c'est que c'est la partie expérience qui compte. Le poker, par exemple, c'est un jeu qui est nul si on a. Enfin, moi, j'aime pas trop le poker, même avec de l'argent ou sans argent. Mais le poker avec ou sans argent, c'est pas du tout la même chose. L'investissement, c'est pareil. L'investissement dans nos rêves ou l'investissement virtuel, ça compte pas, c'est zéro. En fait, il faut mettre un enjeu. Voilà, il faut mettre un enjeu. Et c'est comme ça qu'on voit si ça nous plaît, si ça nous empêche de dormir, ça sert à rien de le faire. Euh, Oui, oui, il faut pas insister. mais il faut faire il faut expérimenter parce que vous allez gagner sur les doubles aspects. Voilà. Pour moi, ça c'est le premier point. Voilà, vraiment. Et puis après, bah, je répète, enfin, vous l'avez compris, c'est que moi, je cherche à être aligné. Donc, cherchez à comprendre quel est l'intérêt des personnes avec qui vous travaillez. C'est normal que la personne se rémunère, c'est normal qu'elle veut gagner de Oui, l'argent, oui. mais si vous comprenez pas, il y a un loup. Ouais, ouais, non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. OK, bon, mais merci. Je retiens dans l'expérience, hein, il faut tester, essayer, pour voir comment on le vit et puis, ouais, s'assurer qu'on est aligné avec les partenaires avec qui on travaille, enfin, voilà, c'est clair, hein, parce que sinon, comme tu dis, il y a un loup et ça, personne n'a envie de voir des loups. Super. Alors, si on veut en savoir plus sur toi ou devenir ton client, voilà, tu as un site internet et sur les réseaux sociaux, comment on Alors, je peut suis te très peu suivre? présent sur les réseaux sociaux, je suis très peu OK. présent sur Internet. Euh, Il y avait un aspect réglementation. J'étais un peu stressé sur l'aspect réglementation parce que donc moi je suis conseiller en investissement financier qui a un statut agréé par l'AMF. Donc j'ai été contrôlé il y a 2 semaines d'ailleurs. Donc c'est normal hein, puisque ça fait Oui, partie oui, bien de sûr, ouais. la. Mais voilà donc ça m'a un peu rassuré là-dessus. Mais sinon le point de contact principal. Le mieux, c'est d'échanger une demi-heure, trois quarts d'heure en téléphone ou en visio pour voir
un peu les points, et puis moi aussi, je vais dire aussi si je pense pouvoir apporter de la valeur ou pas. Voilà, c'est-à-dire que parfois je vais lui dire: Bien «Bah, sûr. non, je pense que ça a pas de sens» ou voilà. Donc moi j'ai un point de prise de rendez-vous de calendrier que je pense que je partagerai, voilà, Ouais, très bien, on mettra dans la description de l'épisode. qui permet de prendre rendez-vous, directement dans mon agenda. Et après, le mieux c'est de faire un échange là-dessus. Moi j'ai aussi, c'est vrai que j'ai un profil LinkedIn, mais qui est assez, assez, comment dire? Léger, en tout cas qui explique mes principaux points, de carrière en tout cas. Voilà, Ok, bon, super. Ben, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, une dernière chose, on a déjà tout dit, tu en as déjà dit beaucoup. un peu trop. Voilà. Un peu trop, non, pas du tout, non, pas du tout. Mais non, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui vont voir que la gestion budgétaire, c'est une chose, et après, ça peut être utile, hein, de se faire accompagner aussi pour faire fructifier la capacité d'épargne qu'on a pu se dégager après un coaching budgétaire. Alors, on peut être sur des personnes qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire et peuvent le faire tout seuls. Mais moi, je trouve intéressant d'aller voir une personne qui peut nous accompagner, au moins pour se lancer, faire un tour de piste, comprendre les différentes options ouvertes, avant de prendre des décisions qui après peuvent être impactantes sur le moyen et long terme, quoi, hein. C'est ce qu'on disait, c'est bon, les décisions d'investissement, c'est rarement à la semaine, quoi. Donc, C'est clair, c'est rarement pour la semaine, c'est vrai que mais par contre, tu as raison. Moi, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, si j'avais eu une sorte de mentoring ou de suivi de conseil initial, bah, c'est vrai qu'au début, bah, c'est vrai que on va plus vite quand on a l'impression d'aller dans la bonne direction. Voilà, ça c'est vrai. ouais, c'est Ouais. clair. Mais voilà. Donc après, ouais, non, ouais, je pense que tu as bien résumé. Et c'est vrai que. Mais c'est vraiment cette notion de construction long terme. C'est vrai que Oui, oui, oui. il n'y a pas quelque chose qui se passe tous les jours, ça c'est sûr. Dans le domaine. Non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Super, mais merci beaucoup Sébastien. Au plaisir, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Xavier. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Sébastien a renforcé votre intérêt pour la gestion budgétaire et l'investissement. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Vous pouvez également trouver des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. Pour prendre rendez-vous avec Sébastien, le lien est accessible dans la description de l'épisode. Et si vous voulez soutenir le podcast, c'est très simple, il suffit de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à faire grandir cette communauté et à continuer de produire du contenu de qualité. À très bientôt.